Tout a commencé le 14 mai 2021, jour où Reina Amador, une femme de 34 ans, a été portée disparue. Elle aurait été vue pour la dernière fois dans le nord de la municipalité d'Atizapan de Zaragoza, plus précisément dans le quartier de San Juan. Peu avant de disparaître, elle a dit à son mari, Bruno, qu'elle allait acheter des pièces de téléphone portable sur la place du centre historique de la ville. Elle a précisé qu'elle s'y rendait en compagnie d'un ami de la famille, un homme de 74 ans nommé Andrés Mendoza, qu'elle connaissait depuis de nombreuses années. Cependant, lorsque Bruno est rentré du travail, Reina n'était toujours pas rentrée. Il a essayé de l'appeler, mais elle n'a pas répondu. Peu avant minuit, Bruno est allé voir Andrés, mais celui-ci lui a immédiatement répondu qu'il ne savait rien de cette femme et qu'il ne l'avait pas vue depuis le matin. Ancien commissaire de police, Bruno a décidé de signaler immédiatement la disparition de sa femme. À ce moment-là, il ne se doutait pas encore que cette affaire deviendrait l'une des plus marquantes et des plus horribles de l'histoire criminelle du Mexique. Le samedi 15 mai, Bruno a demandé l'accès aux images de vidéosurveillance. On y voit Reina marcher dans la rue en direction de la maison d'Andrés. C'est en effet le dernier endroit où elle a été vue ce jour-là. C'est peut-être pour cette raison que Bruno s'est de nouveau rendu chez Andrés le soir même. Il était cette fois-ci accompagné de son beau-frère. Ils frappent à la porte métallique, mais l'homme dit cette fois-ci ne rien savoir de la femme. Bruno lui demande néanmoins d'ouvrir la porte, disant qu'il veut lui poser quelques questions. Andrés ouvre la porte et Bruno fait irruption dans la maison. Le vieil homme a immédiatement déclaré qu'il n'avait rien à cacher, mais le mari de Reina a senti qu'il y avait quelque chose d'étrange. Les lumières de la maison étaient éteintes. Bruno a toutefois pu jeter un coup d'œil dans chacune d'entre elles. À première vue, tout semble normal. Toutefois, l'homme a dirigé son regard vers les cartons qui se trouvaient dans la chambre d'Andrés. Son intuition lui a peut-être dit de les déplacer, et il a alors remarqué qu'ils obstruaient l'entrée du sous-sol. Un spectacle incroyablement macabre l'attendait en bas, ou plus précisément, des restes humains, pour la plupart allongés dans plusieurs conteneurs. D'autres restes humains étaient entreposés sur une table à manger. Parmi eux, un visage et un cuir chevelu, séparés de la base du crâne. En examinant attentivement les lieux, Bruno a trouvé les affaires de sa femme. Il comprit alors que ces restes lui appartenaient. Pendant que Bruno examinait le sous-sol, Andrés a tenté de s'évader. Il est même parvenu à sortir de la maison mais a été immédiatement rattrapé. Bruno a alors appelé la police. 2 équipes de policiers se sont rendues à proximité du lieu présumé du crime. Pendant ce temps, les voisins de l'homme âgé, surpris, ont essayé de l'aider, ne comprenant vraiment pas pourquoi il était menotté. Bruno le ramène ensuite à l'intérieur et l'installe sur une chaise. Bruno a tenté de demander des explications à l'homme, mais celui-ci est resté silencieux. Au bout d'un moment, l'un des policiers a demandé l'assistance du parquet car la loi exigeait qu'un mandat de perquisition soit requis. Étant donné qu'un corps démembré a été retrouvé dans la maison d'Andrés, la police n'a pas exclu qu'il y ait eu d'autres victimes. Tous les voisins d'Andrés étaient vraiment choqués par ce qui s'était passé. Tous ont assuré qu'ils le connaissaient comme un homme calme et amical. Ce n'est pas surprenant, puisqu'il était même le président du conseil municipal de son quartier. Lorsqu'un mandat de perquisition a été délivré, la police a de nouveau envahi son domicile. Des experts issus de divers domaines ont participé à des recherches approfondies. Parmi eux, des médecins légistes, des anthropologues, ainsi que des experts médicaux et médico-légaux. Tous ont méthodiquement examiné chaque recoin de la maison. Hormis le lit, de nombreuses autres choses ont été retrouvées dans la pièce principale. On y a notamment trouvé des vêtements éparpillés, une armoire et plusieurs photographies. En descendant au sous-sol, les policiers ont découvert les restes déjà mentionnés d'une femme. Ses pieds étaient posés sur une chaise et à côté se trouvaient des couteaux, ainsi qu'une petite scie électrique et une machette. D'autres membres de la victime gisèrent sur la table. Divers restes et organes étaient entreposés dans des récipients en plastique. Il convient de noter que certaines parties du corps avaient déjà été en contact avec du sel en vue d'une conservation ultérieure. Comme indiqué précédemment, un visage et un cuir chevelu avec des cheveux ont également été découverts dans ce sous-sol. Après un examen préliminaire de la scène de crime, il a été décidé de faire appel à l'assistance de différents services d'experts. Dans un premier temps, l'espoir qu'elle ait pu se trouver seule sur les lieux subsistait. Cependant, au fur et à mesure que l'enquête avançait,
des objets ont été découverts dans la maison d'Andrés qui suggérèrent le contraire. Il s'agit notamment de 12 téléphones portables, de 12 cartes SIM, de produits cosmétiques, de vêtements féminins, de sacs à main, de chaussures et d'accessoires divers. Les policiers ont également trouvé plusieurs cassettes vidéo et de nombreux cahiers contenant des notes inquiétantes. Ces carnets contiendraient également les noms de femmes qui auraient pu être les victimes d'Andrés. Par ailleurs, les forces de l'ordre ont mis la main sur 9 trousseaux de clés, plusieurs grandes balances d'épicerie, des documents et plus d'une douzaine de photographies de femmes. Mais la découverte la plus macabre est sans aucun doute celle de visages et de cuirs chevelus parfaitement conservés et retirés des crânes avec soin. Après ces découvertes, la police n'a plus eu le moindre doute. Andrés était bien un tueur en série. L'homme était déjà en prison à ce moment-là. Il a immédiatement après son arrestation déclaré vouloir dire la vérité et a avoué le meurtre de Reina. Quant à la victime, on sait qu'elle travaillait dans un magasin de téléphonie mobile situé à quelques mètres seulement de chez lui. C'est peut-être pour cette raison qu'il lui rendait souvent visite sur son lieu de travail et qu'il venait à son aide en cas de besoin. De nombreux voisins d'Andrés pensaient qu'il n'y avait aucun lien de parenté entre lui et Reina. Il est vrai qu'ils avaient convenu de se rencontrer le jour de sa disparition pour acheter des affaires liées à son travail. Ils s'étaient déjà rencontrés à plusieurs reprises et Reina lui faisait donc confiance. À 5 heures du matin, elle a dit à son mari qu'elle allait faire des courses avec lui. Selon le témoignage de ce dernier, Reina s'est rendue chez lui et, au bout d'un moment, un conflit a éclaté entre eux. Andrés lui a alors déclaré sa flamme et lui a proposé une relation parallèle. C'est ce qui a provoqué leur dispute. Reina a refusé la proposition et Andrés a alors pris un couteau et l'a poignardé au cou. La femme s'est effondrée sur le sol et il a achevé sa victime. Comme elle respirait encore et luttait pour sa vie, il a décidé de la poignarder au niveau du cœur. Après avoir commis son crime, Andrés a démembré le corps de la femme et a placé les restes dans différents conteneurs qu'il a transportés au sous-sol. Dans la pièce, il a découpé le visage de Reina sur le crâne avec précision. Il a trouvé cela très beau et a voulu le garder avec lui. Il a ensuite trempé les restes de Reina dans du sel pour éviter que des mouches ne s'y posent. Il a également révélé que 4 autres femmes étaient enterrées dans sa maison et plusieurs autres déclarations. Cependant, les notes de son carnet ainsi que les photos de plus de 10 femmes indiquent qu'il y a eu beaucoup plus de victimes. Le 17 décembre 1974, Andrés a rédigé une note dans laquelle il décrit l'une de ses premières victimes qui vivait à Ecatepec. Selon cette note, cette dernière est morte à 5 heures du matin. La tête pesait 4,5 kg, les seins 1,5 kg chacun, les côtes 14 kg et le bras droit 10 kg. Le pancréas, le foie et le cœur pesaient chacun 4 kg. Le poids de toutes les parties du corps de la victime, âgée de 28 ans, a été estimé de cette manière. Ces documents ont probablement eu un impact extrêmement sinistre sur tous ceux qui ont enquêté sur l'affaire. Je vous rappelle également que des cassettes vidéo ont été retrouvées dans la maison d'Andrés. L'homme a filmé presque tous les meurtres ainsi que le démembrement des corps des victimes. Il a également réalisé des photos Polaroid. Personne n'a vraiment compris ce qu'il faisait, ni ce qui se passait dans sa tête. Pour beaucoup, c'est la pire affaire qu'il n'ait jamais rencontrée. Ce qui n'est pas surprenant, car c'était assez difficile à croire. Les jours suivants, la police a entièrement bouclé le bâtiment afin de procéder à des fouilles complètes pour vérifier si d'autres corps avaient été enterrés au sous-sol. Peu après, les propos d'Andrés se sont confirmés. Dans les médias, le surnom donné à Andrés, le monstre d'Atizapan, a été confirmé. De nombreux professionnels civils ont également rejoint les autorités pour participer aux fouilles. Tous ont continué à chercher des restes humains et d'autres indices potentiels. Au tout début, la cuisine a été fouillée. Plusieurs ossements humains y ont été découverts. Des fouilles ont ensuite été effectuées sous la pièce principale d'Andrés, d'une superficie d'environ 30 mètres carrés. Rappelons que c'est dans cette pièce que se trouvait l'entrée du sous-sol. Plusieurs crânes et ossements y ont été découverts par la suite. La première phase des fouilles a permis de retrouver plus de 1000 restes osseux appartenant à au moins 4 victimes différentes. L'enquête se poursuit et les experts sont de plus en plus surpris par les découvertes quotidiennes. À la même période, Mendoza a avoué qu'il avait pour habitude de manger des parties de ses victimes. Cet aveu a déclenché le débat sur la question de savoir si l'homme s'était livré au cannibalisme. Une habitude qui a encore plus impressionné ses voisins. Ces derniers ont affirmé qu'Andrés avait déjà vendu de la viande par le passé. Tout cela expliquerait l'habileté avec laquelle il découpait les corps.
Tous les voisins s'inquiétaient du fait que, parfois même après la fermeture de sa boucherie, l'homme faisait du porte-à-porte et vendait de la viande prétendument importée d'une autre région. Compte tenu des détails révélés, ils ont tous pensé qu'il s'agissait d'un mensonge et qu'Andrés vendait en fait la viande de ses victimes. De plus, les voisins se souviennent qu'il vendait la viande à des prix légèrement inférieurs et qu'il donnait aussi un peu plus que ce qu'on lui demandait. On sait qu'Andrés Mendoza est né le 29 novembre 1947. Certains de ses voisins se souviennent qu'il est arrivé à Atizapan de Zaragoza dans les années 1980. Sa propre sœur, qui a vécu avec lui dans la même maison pendant un certain temps, lui a demandé de percevoir des honoraires auprès des personnes qui louaient des chambres. L'homme semblait toujours calme et distant. Il avait ouvert sa propre boucherie environ 9 ans avant l'incident. Grâce à son activité, il a fait la connaissance de nombreuses personnes de la région, notamment des hommes politiques. Il est ensuite devenu président du conseil municipal de son quartier ainsi que membre du parti politique national. Parallèlement, Andrés était une personne très généreuse qui s'occupait de ses voisins. Il se rendait régulièrement dans les maisons et les appartements des habitants pour s'enquérir de leurs problèmes, si bien que ses voisins le considéraient comme un modèle. En d'autres termes, personne ne le soupçonnait de quoi que ce soit. Cependant, certaines personnes continuaient à dire que l'homme avait un regard désagréable. Plus d'une fois, il s'est présenté chez des femmes avec des intentions très contradictoires, prétendant vouloir leur venir en aide. Andrés était également connu comme un homme âgé qui se rendait souvent dans des bars pour boire et y rencontrer des femmes. Un couple avec enfants et un médecin local vivaient également dans une autre partie de la maison que l'homme habitait. Aucun d'entre eux n'a remarqué quoi que ce soit de suspect dans son comportement. L'un des documents trouvés chez Andrés appartenait à une femme nommée Norma Jiménez. Elle était portée disparue depuis le 6 août 2011. Elle avait la peau brun clair, une forte carrure, des hanches larges, ainsi qu'une tache de naissance sur la pommette droite et une grande cicatrice sur l'abdomen, conséquence d'une opération chirurgicale. Le jour de sa disparition, Norma s'est rendue comme d'habitude au bar où elle travaillait. Son service commençait à 14 h et se terminait à 22 h. Vers 22h15, elle a appelé sa famille pour leur annoncer qu'elle rentrait. Malheureusement, elle n'est plus jamais rentrée chez elle. On a appris plus tard qu'Andrés l'avait invitée chez lui en lui promettant une rémunération conséquente. Au lieu de cela, il l'a poignardée à plusieurs reprises, a démembré son corps et a enterré les restes dans l'arrière-cour. Son autre victime était Borgenza Olvera, une jeune femme de 27 ans. Elle avait la même corpulence que Norma. Elle travaillait également au bar. Elle a été vue pour la dernière fois le 7 avril 2012 alors qu'elle quittait la maison. Andrés a également révélé plus tard qu'il avait rencontré 2 filles la même année, Aline et Gardenia. Elles aussi travaillaient au bar. L'homme a avoué qu'il les avait invitées chez lui et qu'il les avait tuées après qu'elles ont refusé d'avoir des relations intimes avec lui. Le 16 octobre 2016, Flor Vizcaíno, une femme de 38 ans, a également quitté son domicile et est depuis lors portée disparue. Ce n'est qu'au cours d'une perquisition au domicile de Mendoza qu'on a pu retrouver son identité. On sait qu'elle était mère de 2 adolescentes et qu'elle travaillait comme serveuse. Flore était également divorcée et le jour de sa disparition, ses filles passaient du temps avec leur père. Elle a quitté le domicile familial vers 11 h et a envoyé un message à ses filles sur Facebook le même jour. Les heures ont passé sans qu'elle ne rentre chez elle et sa famille a donc publié un avis de disparition. Son portrait a été publié sur les réseaux sociaux, sans succès. Flore a rapidement fait la connaissance d'Andrés. Il l'invitait parfois à déjeuner et lui offrait même des cadeaux. Malgré cela, elle a refusé de sortir avec lui, ce qui a poussé Andrés à la tuer. Des documents appartenant à Rubesela, une femme de 32 ans, ont également été découverts au domicile de l'homme. Elle est portée disparue depuis le 20 juillet 2019. Elle a été vue pour la dernière fois dans l'un des restaurants de la ville. Ce moment a été filmé par des caméras de vidéosurveillance. Elle avait un fils âgé de 5 ans. Elle prévoyait d'entamer des études en pétrochimie et travaillait dans une banque. Elle travaillait à temps partiel comme coursier pour livrer de la nourriture pendant son temps libre. Ce jour-là, elle était en congé et a décidé de gagner un peu d'argent supplémentaire en effectuant quelques livraisons. Les proches ont constaté la disparition lorsque Rubesela n'a pas été chercher sa sœur à l'aéroport. La jeune fille est arrivée seule à l'appartement de Rubesela, où elle a retrouvé son fils, après avoir passé près de 5 jours seule.
Sa disparition n'a été signalée que le 27 juillet. La moto que conduisait Rubesela a été retrouvée dans le quartier de San Javier, mais pas la jeune femme. Lors de son témoignage, Andrés a indiqué qu'il choisissait soigneusement ses victimes et qu'il les tuait en cas de refus. Il n'était pas rare qu'il invite des femmes chez lui sous prétexte de leur venir en aide. Lorsqu'elles se présentaient chez lui, il sortait discrètement un couteau et les poignardait généralement au niveau du cœur et du cou. Lorsqu'elles ne bougeaient plus, il procédait à leur démembrement. Comme elles étaient belles, il leur coupait soigneusement le visage dans l'espoir de les garder pour lui. Il faisait de même avec les têtes. Il découpait certaines parties du corps pour les manger, ce qui était grandement facilité par son expérience de boucher. Il trempait le reste dans du sel et l'enterrait dans le jardin de sa maison. Il recouvrit toutes les sépultures d'une épaisse couche de ciment afin d'éviter les mauvaises odeurs. En quelques semaines, les autorités sont parvenues à rassembler environ 4000 ossements. Les examens médico-légaux ont révélé que les ossements appartenaient à au moins 17 victimes. La police a commencé à analyser les dossiers des personnes disparues à Atizapan de Zaragoza et dans ses environs au cours des 31 dernières années. Parallèlement, tous les restes osseux ont fait l'objet d'un nettoyage approfondi. Ce n'est qu'ensuite qu'il a été possible de déterminer à quelle partie du corps ils appartenaient. C'est d'ailleurs ce qui a permis d'estimer le nombre approximatif de victimes. Pendant que l'enquête se poursuivait, Andrés Mendoza a été transféré dans une autre prison. Il était en effet régulièrement menacé par d'autres détenus qui voulaient le tuer pour ce qu'il avait fait. Quelque temps plus tard, des parents de l'une des femmes disparues se sont présentés à la police afin de fournir leurs échantillons d'ADN et de les comparer à ceux obtenus à partir des restes osseux retrouvés. Il s'agit de Marta Dorantes, une femme de 33 ans. Le 2 décembre 2017, elle a quitté son domicile d'Atizapan de Zaragoza, situé à seulement quelques pâtés de maison de la résidence d'Andrés. Vers 8 heures, elle s'est rendue dans une agence bancaire locale afin d'effectuer un virement. Elle a pris les transports publics pour se rendre dans le quartier Companario. Ce jour-là, son fils aîné, âgé de 15 ans, l'avait déjà appelée 2 fois et avait eu plusieurs conversations avec elle. Plus tard, elle a cessé de répondre au téléphone. Comme elle n'était pas rentrée chez elle, son mari a signalé sa disparition à la police. Depuis, on n'a plus eu de nouvelles de Marta. Il est toutefois certain qu'elle connaissait Andrés. Quelques mois avant sa disparition, il lui avait proposé un emploi de femme de ménage au bureau du conseil municipal. Lorsque ses proches ont appris la détention d'Andrés, ils ont immédiatement pensé qu'elle avait pu être sa victime. Maria Marès et son fils Edgar, alors âgé de 7 ans, figurent également parmi les nombreuses victimes d'Andrés. Selon certaines informations, ils ont disparu le 24 décembre 2014. Les voisins ne les ont pas revus depuis ce jour. Mathilde Marès, la sœur de Maria, a déclaré qu'elle était mère célibataire et qu'elle gagnait sa vie en vendant des bonbons sur un chariot spécial avec son fils. Andrés lui avait permis de laisser le chariot chez lui. Le jour de leur disparition, ils ont quitté la maison en disant à leur famille qu'ils n'allaient pas tarder à revenir. Comme ils n'étaient pas revenus, ils ont été recherchés dans les rues de la ville où ils travaillaient habituellement. Après avoir interrogé la plupart des habitants de la région, une personne seulement les ayant vus peu avant leur disparition a pu fournir des informations. Il s'agit d'Andrés Mendoza. Il a même accompagné la sœur de Maria à la police pour signaler la disparition de cette dernière. Curieusement, personne ne l'a jamais soupçonné. Tout le monde dans le quartier le considérait comme un homme extrêmement honnête et respectable, toujours prêt à aider autrui. Plus tard, l'une des voisines d'Andrés, qui tenait une épicerie, s'est souvenue qu'il lui avait offert des billets pour un festival qui se tenait dans leur quartier. Selon elle, il avait tellement insisté pour qu'elle aille y assister qu'elle avait même cru qu'il avait le béguin pour elle. Une autre voisine qui vivait avec son fils, Andrés, lui a promis de lui acheter un téléphone portable si elle passait chez lui, mais elle a refusé. À la fin de la partie principale des fouilles, plus de 4000 restes osseux appartenant à 18 femmes et à un enfant avaient été découverts. Ces informations ont été communiquées après la conclusion des opérations dans 3 des 4 zones de la scène de crime. Il est également important de noter que 2 radars modifiés ont été utilisés pendant les fouilles afin de recréer une carte virtuelle de la zone, ce qui a permis d'obtenir une vue d'ensemble de la scène de crime. Grâce à ces restes, il a été possible d'établir que 19 victimes avaient été enterrées à cet endroit. Les experts ont procédé à l'extraction, au nettoyage, à la quantification des restes et à d'autres analyses génétiques.
Les résultats ont ensuite été comparés à l'ADN des parents d'au moins 11 femmes disparues. 6 correspondances ont ainsi été identifiées. Cela signifie qu'au moins 6 victimes ont été identifiées et qu'il en reste 13 autres à identifier. À ce stade de l'enquête, la police poursuit ses recherches dans une autre maison d'Andrés. Le 18 mars 2022, celui que l'on appelle le monstre d'Atizapan a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité dans le seul dossier Reyna Amador. Il devra également verser une amende de plus de 1 million de pesos mexicains aux proches des victimes à titre de dédommagement. Bien que les restes de 19 victimes aient été retrouvés, on pense qu'il y en a eu beaucoup plus, Andrés Mendoza ayant lui-même déclaré qu'il avait tué au moins 30 femmes au cours de sa vie. Cette affaire est une nouvelle preuve que l'on ne doit jamais se fier aux apparences. Parfois, les pires tueurs en série mènent une vie ordinaire sans éveiller les soupçons. Ils ont également une capacité incroyable à gagner la confiance des autres, sont bien socialisés et dissimulent facilement leur vraie nature. Soyez vigilants.